Donc, bonjour à tous. La présente capsule va porter sur la section 5.3 du chapitre 5, qui est une section qui porte sur la force gravitationnelle, donc le poids. Donc, on sait qu'un objet est lancé vers le lorsqu'un objet est lancé vers le haut, il va ralentir, s'arrêter, puis il va retomber sur le sol, le tout avec une accélération constante. Donc, si on met notre axe des Y vers le haut, on va obtenir moins 9,81 mètres par seconde carré J pour l'accélération gravitationnelle. Comme ce mouvement est accéléré, c'est qu'une force en est à l'origine. Donc, on appelle cette force la force gravitationnelle ou le poids. Ce sont des synonymes. Comme elle engendre l'accélération gravitationnelle G, sa grandeur est donnée par l'équation suivante. Donc, la force gravitationnelle, c'est la masse fois l'accélération, donc la masse fois G. La force gravitationnelle due à la Terre, donc lorsqu'on est près de la Terre, la force gravitationnelle est toujours orientée vers le centre de la Terre, verticalement vers le bas, suivant une ligne à plomb. Donc, vraiment vers le centre de la Terre, toujours, toujours, toujours. C'est ce qui est le plus simple. La force gravitationnelle ne se limite pas à une force entre la Terre et un objet à proximité d'elle. Tout objet ayant une masse exerce une force d'attraction gravitationnelle envers tous les autres objets ayant une masse. Donc ici, on a la Terre et la Lune qui vont exercer une force gravitationnelle l'un envers l'autre, l'une envers l'autre, mais on aurait aussi une force gravitationnelle entre une pomme, par exemple, et un coffre à crayon qui sont dans l'espace. Grâce aux travaux de Newton, on sait que cette force s'exprime de la façon suivante. Donc, entre deux objets de masse M1 et de masse M2 qui sont à une distance R l'un de l'autre, la force gravitationnelle correspond à une constante G fois M1 fois M2 sur la distance entre les deux au carré, entre les deux masses au carré. Le UN, là, c'est seulement pour indiquer l'orientation, donc ça pointe vers un des deux objets. La constante G, c'est une constante qui est vraie partout dans l'univers. C'est 6,67 fois 10 à la moins 11 newton mètre carré par kilogramme carré. Okay? C'est la constante de gravitation universelle ou on l'appelle aussi la constante de Newton. Donc, ça, c'est pour déterminer la force gravitationnelle entre deux masses. L'attraction gravitationnelle d'une personne envers la Terre est donc des milliards de fois plus importante que son attraction envers une autre personne. La force gravitationnelle n'est importante que lorsqu'au moins un des deux objets impliqués est très massif. On la négligera donc dans tous les autres cas. Donc, quand je vous disais ici qu'il y a une force gravitationnelle entre la Terre et la Lune et qu'il y a une force gravitationnelle entre une pomme et un coffre à crayon, ce n'est pas faux, mais la force gravitationnelle entre la Terre et la Lune, elle est perceptible, alors qu'entre une pomme et un coffre à crayon, elle est tellement faible à cause du fait que les masses sont excessivement petites qu'on va avoir une force qui est négligeable et on n'a pas à la considérer comme telle. Donc, pour avoir, comme je vous disais, une force gravitationnelle qui est perceptible, ça nous prend une masse en présence qui doit être très massive. Quand on parle de très massif, mettons un objet qui a à peu près entre 10 et 15 km de diamètre, on pourrait ressentir quand même une gravité à sa surface. C'est sûr qu'il ne faudrait pas sauter trop haut parce qu'on pourrait partir dans l'espace. Ce n'est pas une gravité qui est très, très forte, mais on ressentirait un peu une gravité. Donc, on commence à avoir une gravité qu'on ressent là, avec des objets qui ont entre une dizaine, une quinzaine de kilomètres de diamètre. Donc, c'est quand même des objets qui sont excessivement gros. Donc, c'est pour ça qu'entre une pomme et un coffre à crayon, la gravité, elle n'est vraiment pas perceptible. C'est pour ça qu'on dit aussi que dans un atome, c'est vraiment la force électrique entre le noyau et les électrons là, qui va maintenir la cohésion atomique et non pas la force gravitationnelle, comme certains peuvent le croire. C'est vraiment parce que les électrons sont négatifs et le noyau est positif, et donc qu'il y a une attraction entre les deux électriques, et non pas selon la gravité que le noyau tient les électrons à proximité. Donc, on peut utiliser la loi de la gravitation universelle pour retrouver la force gravitationnelle ressentie par un objet qui est proche de la surface terrestre.
n'importe quelle planète, là, mais mettons qu'on regarde ici la force gravitationnelle à la surface de la Terre. Ça va être la constante G fois la masse de l'objet fois la masse de la Terre divisé par le rayon de la Terre au carré. Parce qu'évidemment, la distance entre un objet et la Terre, lorsque l'objet est à la surface de la Terre, cette distance-là, c'est le rayon de la Terre. Okay? Parce qu'on considère toujours le centre de l'objet comme étant le point qui va générer la force, si on veut. Là. Donc, c'est vraiment la force est générée par toute la masse, mais comme la masse est répartie tout autour de son centre, c'est comme si on disait que c'est le centre de l'objet c'est sur le centre de l'objet que va s'exercer la force et qui va générer la force, si on veut. On connaît déjà le poids d'un objet, c'est mg. Donc, si on remplace Fg ici par mg, donc, on va avoir mg égale gm fois la masse de la Terre sur le rayon de la Terre au carré. Mais la masse m se simplifierait, puis on se retrouverait avec petit g, qui est l'accélération gravitationnelle, correspond à g, la constante gravitationnelle fois la masse de la Terre sur le rayon de la Terre au carré. Et on peut donc calculer la valeur de g. Donc, sachant que la masse de la Terre, c'est 5,98 fois 10 à la 24 kg, le rayon moyen, 6378 km, évidemment, il faut le mettre en mètres au carré. On utilise la constante gravitationnelle. Je ne vous demande pas de connaître la constante gravitationnelle par cœur. Évidemment, je vous la donnerai. Elle est ici, si vous avez besoin d'utiliser. 6,67 fois 10 à la moins 11 newton mètre carré sur kilogramme carré. Et donc, on peut procéder au calcul et on va obtenir que petit g, surprenamment, je l'espère pas, va donner 9,91 mètres par seconde carrée. Donc, on voit que lorsqu'on est près de la surface terrestre, donc à une distance de la Terre qui est le rayon de la Terre, on va se retrouver à ressentir une gravité qui est 9,81 mètres par seconde carrée. Subir une accélération gravitationnelle qui correspond à ça. Évidemment, notre poids, c'est la masse fois l'accélération gravitationnelle. L'expression générale de la force gravitationnelle exercée sur un objet de masse m montre que la constante g et donc le poids avec elle change en fonction de la hauteur. Hein? Si on constate ici, c'est vraiment à la surface terrestre ici qu'on a le g qui correspond à 9,81. Donc, si on est plus loin de la surface terrestre, là, évidemment, l'accélération gravitationnelle va diminuer. Le poids d'une personne est donc plus grand au niveau de la mer qu'en haut d'une montagne. Mais cette différence n'est que de 0,3 % sur 10 km. Donc, vraiment une très petite différence. La croûte terrestre, elle est infiniment mince par rapport au rayon de la Terre. Donc, on n'a pas une grande variation d'une extrémité à l'autre, donc lorsqu'on est au niveau de la mer ou en haut d'une montagne. Donc, on en tient seulement compte lorsqu'on s'élève vraiment dans l'espace. Plus intéressant est la conséquence de cette loi sur un autre astre. Donc, comme la masse et la dimension sont différentes pour chaque corps, l'accélération gravitationnelle sera aussi différente sur un autre astre. Sur la Lune, elle n'est que de 1,62 mètres par seconde carré. Donc, si vous avez regardé la capsule vidéo des astronautes là, qui étaient sur la Lune, qui a été filmée pendant une des missions Apollo, vous voyez que les astronautes rebondissent lorsqu'ils marchent. C'est parce que l'accélération gravitationnelle est beaucoup plus faible sur la Lune. La masse de la Lune est beaucoup plus faible que la masse de la Terre. Sur Mars, elle est de 3,8 mètres par seconde carré, donc quand même substantiellement plus faible que sur la Terre. Donc, si on allait sur Mars, on ne pourrait pas marcher sur Mars comme on marche sur Terre. On n'aurait pas du tout la même sensation au niveau de la gravité. Vénus, par contre, a une gravité qui ressemble beaucoup plus à la nôtre, 8,9 mètres par seconde carré. Pardon. Mais évidemment, sur Vénus, il y a d'autres problèmes, entre autres le fait que c'est une atmosphère très toxique. Sur Jupiter, elle est de 24,8 mètres par seconde carré. Sur Saturne, 10,5 mètres par seconde carré. Donc, on peut la calculer comme ça sur différents objets avec la masse de l'objet et son rayon.
Une question intéressante à poser en examen, c'est la différence entre le poids et la masse, ou nommer quelques différences entre le poids et la masse. Donc, le poids, c'est une force, donc un vecteur. La masse, c'est un scalaire. Le poids change en fonction de l'endroit où on se trouve. Si on est à la surface terrestre, si on est dans l'espace, si on est sur la Lune, sur Mars, on n'aura pas le même poids. Alors que la masse est une caractéristique intrinsèque, ne change pas en fonction de l'endroit où on se trouve. Donc, évidemment, pour un même objet, là, si je prends un cube de métal et que je le mets sur Mars, sur la Terre, sur la Lune, il va toujours avoir la même masse. Ce qui va changer, c'est vraiment son poids. Il faut savoir, et on va le voir dans la section 5.6, que lorsqu'on monte sur une balance ou un pèse-personne, le poids qui est indiqué, c'est ce qu'on appelle le poids apparent. Ce n'est pas le poids réel. C'est seulement le poids réel lorsqu'on est dans un référentiel inertiel, donc lorsqu'on se déplace à vitesse constante par rapport à la surface terrestre. Donc, si on met une balance, par exemple, dans un ascenseur et qu'on fait accélérer l'ascenseur, on va constater que la valeur qui est indiquée par le pèse-personne ne correspond pas à notre poids lorsqu'on est à l'arrêt. Donc, le poids se mesure en newtons, la masse se mesure en kilogrammes. Ce sont toutes de très bonnes différences entre le poids et la masse. On va terminer cette capsule-ci et cette section 5.3 par l'exemple 3 qui commence à nous montrer comment décomposer les forces dans un problème. Donc, on a un bloc de 3 kg qui est suspendu par 2 cordes, dont l'une est horizontale. On nous dit de trouver le module de la tension dans chaque corde. Donc, on a tout simplement la masse de l'objet et l'angle que fait une des cordes avec l'horizontale. Et l'autre corde, on sait qu'elle est horizontale. La troisième corde, évidemment, elle est verticale. Donc, j'ai copié le problème dans Paint. C'est un petit logiciel très facile à utiliser. Et donc, on peut, premièrement, là, en fait, représenter les forces. En fait, je vais prendre une autre couleur ici. Donc, je vais représenter les forces qui s'appliquent ici sur le nœud où on attache les 3 cordes et les forces qui s'appliquent ici sur l'objet, étant donné qu'il y a 2 endroits sur lesquels s'appliquent les forces. Donc, ici, on pourrait l'appeler la tension T1. Ce n'est pas très large. Je vais juste augmenter la largeur de mon crayon. Ici. Bon. Donc, j'ai une force T1. Je vais avoir une force ici T2. Évidemment, je ne connais pas la grandeur des forces, donc je ne vais pas représenter la longueur là, des forces, des flèches, si on veut, en mettant la longueur de l'intensité de la force. Là, je ne la connais pas. Et ici, j'ai T3, qui sont les 3 forces qui sont appliquées sur le nœud ici. De la même façon, j'ai des forces qui sont appliquées sur ici le centre de l'objet. Donc, j'ai son poids, qu'on peut appeler FG si vous préférez. F majuscule, G minuscule. Là. Et j'ai la tension, évidemment, T3 ici, qui est appliquée également sur l'objet. Cette tension-ci vont être égales. On va le voir dans la prochaine section. C'est expliqué par la 3e loi de Newton, qui est la loi d'action-réaction, pour ceux qui connaissent un peu. Donc, ces 2 forces-là sont égales. Et si je suis capable de trouver la valeur de la force ici, je connais donc la valeur de la force ici appliquée sur le nœud. Ça, c'est vrai, évidemment, lorsqu'on néglige la masse de la corde. Okay? On imagine qu'on a une corde qui n'a pas de masse. Donc, pour commencer, on va considérer le bloc parce que comme on connaît le poids de l'objet à cause qu'on nous donne sa masse, on va pouvoir trouver justement T3. Donc, considérons le bloc. Donc, si on regarde sur le bloc, on va poser la somme des forces en X égale MAX.
et la somme des forces en Y égale MAY. Bon, évidemment, il faut que je mette des axes. Donc, je vais juste indiquer à côté ici, en général, les axes que je vais utiliser. Je peux les mettre ici. Si je voulais, je pourrais également les mettre ici. C'est plus facile de mettre mon axe des X, de le représenter ici, là, même si en réalité, évidemment, mon axe des X peut être ici si j'en ai besoin. Mais là, dans notre situation, on n'a pas de force en X sur le bloc. Donc, encore une fois, on peut représenter les axes comme ça ou comme ça. C'est comme vous voulez. C'est selon votre préférence. Donc, évidemment, ici, je n'ai pas de force en X. Donc, je vais seulement utiliser l'équation des forces en Y. Donc, si ça pointe vers le haut, donc vers les Y positifs, c'est positif. Donc, j'ai T3. Si ça pointe vers le bas, comme le poids, c'est négatif. Moins P égale évidemment 0, puisque c'est un système statique qui n'est pas en mouvement, donc il n'y a pas d'accélération. Donc, je sais que T3 va être égal à P. Et donc, T3 va être égal à mg, qui est 3 kg fois 9,81 mètres par seconde carrée. Et j'obtiens 29,4 newtons pour la valeur de T3. Ensuite, je vais considérer le nœud. Qui est l'autre objet sur lequel des forces s'appliquent. Donc ici, évidemment, je vais être obligée, je vois que ma force là, T2, elle est clairement en X négatif. Ma force T3 qui est appliquée sur le nœud, elle est clairement en Y négatif. Mais ma force T1, elle est ni en X ni en Y. Je vais devoir la décomposer ici. Donc, je vais avoir T1X et je vais avoir T1Y. Donc, je vais avoir somme des forces en X égale MAX et la somme des forces en Y égale MAY. Donc, évidemment, en X, j'ai T1X et j'ai T2. Donc, T1X moins T2 égale 0. Encore une fois, 0 parce que je n'ai pas d'accélération, mon système est statique. Pourquoi T1X est positif et T2 est négatif? Parce que T1X pointe vers les X positifs, T2 pointe vers les X négatifs. Donc, pour pouvoir trouver T1X par rapport à T1, je vais utiliser mon triangle rectangle ici et je vais utiliser la relation selon laquelle le cos de mon angle de 30 degrés va correspondre à T1X sur T1 et donc T1X égale T1 cos de 30. Donc ici, je vais avoir T1 cos de 30 égale T2. C'est ma première équation qui me donne une relation entre T1 et T2. Évidemment, ça me prend une autre équation pour être capable de trouver les valeurs de T1 et T2. Et cette autre équation-ci va être la somme des forces en Y. Donc, en Y, j'ai T1Y qui est positive et j'ai T3 qui est négative. Donc, j'ai T1Y moins T3 égale 0. Donc, T1Y, même principe. C'est la force qui est ici, donc la force qui est ici. Donc, c'est le sin de 30 qui va être égal à T1Y sur T1. Et donc, T1Y va être égal à T1 sin de 30. Ici. Donc, j'ai T1 sin de 30 égale T3. Donc, T1 va être égal à T3 divisé par sinus de 30. Donc, 29,4
58,4 newtons divisé par sinus de 30, ce qui me donne pour T1 58,8 newtons. Et évidemment, je vais me servir de cette valeur-ci dans ma première équation pour être capable de trouver T2. Donc, je vais avoir T2 est égal à 58,8 newtons fois, oui, c'est ça, fois cos de 30. Donc, T2 va être égal à 50,9 newtons. Donc, j'ai ici mes trois valeurs. Demandées. Donc, on va arrêter cette capsule-ci ici.